Et voilà, c'est déjà Mardi Gras. Alors bien sûr, cette année, le carnaval n'aura pas vraiment lieu. En France métropolitaine, le carnaval ne dure la plupart du temps qu'une journée. Pourtant, à des kilomètres de là, la France d'outre-mer fait la fête depuis déjà plus d'un mois. Aux Antilles, cette période festive débute le premier dimanche de janvier et se termine le mercredi des Cendres, en février donc. Mais pourquoi le carnaval est-il si important dans les Caraïbes? Quelle symbolique véhicule-t-il? Je vous embarque pour une petite virée exotique et surtout historique à la découverte du carnaval antillais. Pendant le générique, vous pouvez liker la vidéo, la commenter ou la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne plus rater une seule vidéo. A tout de suite! Découvertes respectivement en 1493 et 1502, la Guadeloupe et la Martinique sont véritablement colonisées à partir de 1635, lorsque la Compagnie des îles d'Amérique, créée par Richelieu, en prend possession. C'est donc à partir du XVIIe siècle, avec les premiers colons européens, que le carnaval arrive aux Antilles. L'esclavage s'y développe au rythme de la présence française sur ces îles. Au départ, les esclaves ont interdiction de participer au carnaval. C'est ainsi que les riches colons blancs organisent dans les habitations créoles des réceptions masquées, tandis que les esclaves observent de loin le spectacle. Puis, petit à petit, les esclaves vont se mettre à imiter leurs maîtres, à se recevoir les uns les autres et à se déguiser. Au fur et à mesure, ils vont intégrer à leur carnaval des éléments de leur culture africaine. Masques, couleurs, chants, danses, croyances ou instruments. Cette période offre aux esclaves une parenthèse de liberté, un moment de réappropriation de leur culture sans contrainte, tolérée par le maître, à l'intérieur de sa propriété. Il n'est en effet toujours pas permis de défiler dans les rues comme le font les descendants de colons. Entre 1842 et 1844, Adolphe Granier de Cassagnac voyage aux Antilles. À Fort-Royal, ancien nom de Fort-de-France, l'auteur raconte comment il assiste à un bal organisé par les esclaves, tous domestiques, où l'on ne recevait que sur invitation. Ce jour-là, les rôles s'inversent et les Noirs humilient les Blancs. Ainsi, ce sont les esclaves qui paient les militaires blancs de l'orchestre de la soirée. L'auteur décrit aussi les femmes en robes de satin et corsets imitant les tenues des dames des cours royales et se parant de nombreux bijoux. Et tous les participants dansent les quadrilles en vogue en France à cette époque. Arrivé peu après en Guadeloupe, Cassagnac écrit qu'un grand bal travesti a été organisé par des esclaves à la Basse-Terre. Les esclaves s'étaient déguisés en François Ier, Louis XIV ou encore en Madame de Pompadour. Beaucoup d'interdictions demeurent tout au long du XVIIIe siècle et pendant la première partie du XIXe. En février 1848, c'est la troisième révolution française, dite Révolution de février. Le roi des Français, Louis-Philippe Ier, abdique et la Deuxième République est proclamée le 25 février. Dès avril 1848, le gouvernement provisoire vote l'abolition définitive de l'esclavage. La pratique, déjà abolie en 1794, avait été rétablie par Napoléon en 1802. À partir de 1848, donc, les anciens esclaves et leurs descendants ont à présent le droit, comme tous les hommes libres des Antilles, de défiler dans les rues pour carnaval. Très vite, ils vont s'approprier cette coutume. En 1898, les jours gras sont institués. Il s'agit de 3 jours précédant le mercredi des Cendres. Dimanche gras, lundi gras et mardi gras. Réglementés, ils donnent lieu à des célébrations et des défilés, certes festifs, mais tranchants avec le festival plus populaire et moins politiquement correct d'une partie de la population. C'est pourquoi ces 3 jours gras furent longtemps appelés aux Antilles le carnaval des riches. En 1912, dans son livre « 3 ans à la Martinique », l'auteur Louis Garot rend un vibrant hommage au carnaval de Saint-Pierre, ancienne capitale de l'île. Après avoir cité les carnavals de Paris, Venise, Alger ou encore Nice, il écrit « Partout, ce sont les amusements des désœuvrés et des jouisseurs. C'est de la joie sur commande. Ce sont des plaisirs achetés à prix d'argent. C'est le carnaval des riches et des blasés.
Rien de tout cela ne ressemble au carnaval de Saint-Pierre. Ici, la ville entière est descendue dans la rue. La ville entière a pris le masque. Elle chante, elle danse, elle agite ses grelots. Jamais les Saturnales de Rome, jamais en Grèce les bacchanales n'ont offert pareil spectacle. Jamais la fête des fous au Moyen-Âge n'a étalé cette débauche de joie. Il décrit ensuite un défilé. En tête de cet immense cortège, il y a des gamins des rues, en haillons, entourant un diable à cornes. Puis, des femmes suivent en chantant une phrase courte et répétitive, suivie par des musiciens créoles, tassés dans une charrette tirée par un âne. Les musiciens jouent de la flûte et du tambour, souvent sur des tambours de fortune, fabriqués à l'aide de tonneaux recouverts de peaux tendues par des ficelles. Enfin, vient la foule des hommes et des femmes déguisés en ce qu'ils veulent. Les chants sont joyeux, parfois ironiques envers les hommes dirigeant l'île, et contiennent parfois des allusions débridées à ce qui se passera le soir. L'auteur dit que cette frénésie et cette joie spontanée sont telles qu'il n'y a aucune colère et aucun débordement. Je n'ai pas trouvé de description précise des différents types de masques qui ont marqué le carnaval antillais du 19e au début du 20e siècle. En Guadeloupe, par exemple, c'est après 1967 que les masques contemporains qu'on peut voir dans les rues aujourd'hui sont apparus. Pourquoi 1967 ? Le 20 mars de cette année-là, un commerçant blanc de Basse-Terre, en Guadeloupe, lâche son berger allemand contre Raphaël Balzinc, un vieil homme noir handicapé qui avait installé son étal de cordonnier en face du commerce. Pendant l'attaque, le commerçant crie des insultes racistes à l'endroit du cordonnier. Or, ce commerçant est le responsable local du parti gaulliste. Des grèves et des émeutes éclatent dans toute la Guadeloupe et sont fortement réprimées par la gendarmerie. Le bilan est lourd. Si, jusqu'en 2009, il est officiellement de 8 morts, il sera réévalué à environ 87 victimes par les autorités françaises. Le secret défense sur ces émeutes n'a été levé qu'en 2017. Ces émeutes furent le point de départ d'un regain d'intérêt et de défense de la culture guadeloupéenne, accompagné par l'émergence de mouvements autonomistes et indépendantistes. Ainsi, dans les années 70-80, des groupes de masques, appelés groupes à masse, en créole, naissent. Même si leur rôle est surtout associé au carnaval, ce sont des groupes culturels qui font revivre le patrimoine, souvent musical, guadeloupéen, et sont parfois politisés. Ce sont ces groupes qui vont populariser les masques contemporains de carnaval en se réappropriant les héritages européens, africains et indiens pour en faire des symboles créoles forts. Aujourd'hui encore, les groupes à masse organisent des déboulés dans les villes. Ces masques, masses en créole donc, appelés Massa Congo, Massa Lous ou encore Massa Glace, sont le fruit d'un mélange complexe des cultures européennes, africaines et indiennes. On dénombre pas moins d'une quinzaine de masques traditionnels. Je vous propose d'en voir 5 ensemble. Ainsi, le Massa Congo, déguisement où l'individu presque nu est enduit de mélasse brune et déambule en menaçant le passant de les toucher s'il ne lui donne pas une pièce, est un mélange de la tradition européenne du masque de goudron et de la revendication des Guadeloupéens de leurs origines africaines. Le Massa Fouette, ou masque à fouet, tire directement son origine de la période coloniale. Les carnavaliers défilent donc un fouet à la main pour rappeler le fouet avec lequel les maîtres blancs d'autrefois frappaient leurs esclaves. Le Massaman Ibé, ou masque de Madame Hubert, fait référence à une légende locale. Probablement habitante de Pointe-à-Pitre, Madame Hubert était une guérisseuse qui parcourait les bois de la nuit en compagnie de ses chiens à la recherche de plantes médicinales et magiques. Elle était critiquée et méprisée le jour par ceux et celles qui la consultaient en cachette à la nuit tombée. Dame Hubert devient alors un véritable mythe. Depuis, la légende veut que les nuits sans lune, Man Ibé et ses étranges chiens font peur aux hypocrites, entraînant des chaînes au sol au son des grognements et des cris de petits cochons. Son passage provoque la fermeture des volets. On dit que celui qui s'aventure à regarder par le trou de la serrure risque d'être atteint de cécité. Le Massalous, composé de feuilles de bananier séchées et de cornes de bœuf, est aussi un savant mélange d'influences. Influence européenne tout d'abord. L'ours,
n'étant pas, bien entendu, un animal présent aux Antilles. En Catalogne, par exemple, un texte ancien évoque la présence d'ours lors d'un carnaval en 1444 et mentionne la présence à Barcelone d'hommes vêtus de peau d'agneau noir. De l'autre côté, avec les cornes de bœuf, on retrouve l'influence du monde rural guadeloupéen où les élevages de bœufs font partie du quotidien. Le masse à glace est, lui, le fruit d'un mélange entre la symbolique du miroir, très présente déjà dans l'imagerie européenne du carnaval, et oubliée depuis le XXe siècle, et l'influence indienne dans la culture antillaise. Ainsi, autrefois, le miroir symbolisait pour les carnavaliers européens l'inversion, le moment où l'individu peut devenir l'exact opposé de ce qu'il est dans la réalité. D'un autre côté, le miroir est très présent également dans la culture indienne. Moment moins connu de l'histoire antillaise, l'immigration indienne n'en est pas moins un épisode douloureux de l'histoire des Français ultramarins. L'immigration massive en provenance d'Inde fait suite à l'abolition de l'esclavage en 1848 qui provoque une pénurie de main-d'œuvre dans les plantations sucrières. Les propriétaires cherchent à compenser ce manque en important des travailleurs engagés. Entre 1854 et 1888, un accord passé entre la France et le Royaume-Uni, qui possède alors l'Inde, va permettre à des milliers de travailleurs de ce pays de venir en Guadeloupe et dans les autres colonies françaises des Caraïbes. Signant des contrats de 5 ans, ces travailleurs seront sous-payés, maltraités et empêchés de repartir dans leur famille en Inde. Beaucoup se suicideront ou commettront des crimes dans l'espoir d'une vie meilleure au bagne. Les Indiens de Guadeloupe et leurs descendants ne seront naturalisés français qu'en 1924. Mais le carnaval antillais ne serait rien sans Vaval, diminutif créole de carnaval. C'est le roi du carnaval. Il symbolise et incarne tous les problèmes de l'année écoulée. Il défile le dimanche gras et meurt brûlé le mercredi des cendres devant la foule qui chante. Il est représenté par un bois-bois, mannequin, représentant un personnage souvent connu. L'incinération de Vaval est le symbole de la purification des âmes.